par Cédric Arcos, que tout le monde connaît, délégué général de la Fédération hospitalière de France, et que j'en profite pour te féliciter pour ta prise de poste prochaine. Je poursuis par M. Stéphane Rax, délégué général de Nexem, et enfin M. Jean-Michel Rapina, qui est directeur délégué à la politique sociale à l'Assemblée des départements de France. Je n'ai pas écorché le titre, tout va bien. Merci. Pour présenter cette problématique, un tout petit topo, histoire que chacun sache de quoi nous allons parler. Depuis hier matin, nous évoquons les changements, les bouleversements qui sont à l'œuvre à l'arrivée du nouveau gouvernement et à la poursuite en particulier des GHT, pour les GHT du gouvernement précédent, les problématiques de financement de l'ensemble de nos établissements, qu'ils soient sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Ces changements impactent directement nos professions, transforment nos exercices, bousculent nos valeurs et nos modes de gouvernance. Alors, une question peut se poser, sommes-nous bien formés? Devons-nous nous reformer? Devons-nous changer nos lieux de formation? On en parlera après, me dit la secrétaire générale. Le désenchantement que nous avons perçu depuis hier et que nous percevons très fort dans nos accompagnements individuels, pourrons-nous trouver des solutions? Comment les accompagner syndicalement? Comment nous pouvons les accompagner avec nos partenaires des fédérations d'employeurs? Comment pouvons-nous les accompagner avec les fédérations d'établissements et avec les financeurs de l'Association des départements de France? Il faut que nous restions une richesse. Nous sommes une richesse du territoire national. Nous ne sommes pas que des coûts. Nous avons nous aussi un statut. Nous sommes venus dans ces professions, on l'a dit tout à l'heure, et je fais le lien avec le groupe de travail. On a fait le choix de ces professions avec un certain nombre de valeurs et de choix. Est-ce que là où on nous emmène, on a forcément envie d'y aller, et comment nous allons pouvoir y aller? Première question, j'avais calé avec les intervenants le sens des interventions. S'ils veulent changer, on peut toujours changer, mais la première question était pour Cédric. Cher Cédric, dans notre secteur public, nous avons actuellement, et je l'ai dit, un impact sur nos valeurs et un impact profond sur l'ensemble de nos valeurs. Au vu de la plateforme de la Fédération hospitalière, de la récente plateforme préélectorale de la Fédération hospitalière de France, quel impact pour nos métiers? Quel accompagnement peut-on prévoir ensemble pour éviter de bouleverser l'ensemble de nos exercices? Merci à toi. Merci beaucoup, Noël. Bonjour à toutes et à tous. Cher Anne, merci de cette invitation. C'est un vrai plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous, pour ces quelques jours effectivement encore au sein de la Fédération hospitalière de France. Donc, je crois que c'est un sujet essentiel que vous avez choisi et qui renvoie, mais tu l'as indiqué, à la question du sens de nos métiers, de nos pratiques, et également évidemment à la question du sens du positionnement de nos établissements. Ce qu'on constate aujourd'hui, effectivement, c'est un peu le prisme de la Fédération hospitalière de France. Ça a toujours été, y compris dans nos publications récentes de notre plateforme présidentielle qu'on avait adressée aux différents candidats, et puis depuis également dans les prises de position qu'on a eues avec les nouveaux pouvoirs publics, avec Agnès Buzyn notamment, mais aussi avec Frédérique Vidal, qui s'occupe beaucoup de ces questions-là, en particulier concernant la transformation des métiers et leur formation, avec sa casquette de l'enseignement supérieur. Pour nous, le point central, c'est de rappeler effectivement le rôle de nos établissements dans notre pays. C'est-à-dire que rien ne serait pire que de considérer que finalement nos établissements sont des prestataires ou des éléments un peu parmi d'autres dans notre collectivité. Je crois que ce n'est pas le cas. On est dans des établissements qui incarnent des valeurs, qui incarnent un socle républicain. Ce n'est pas des grands mots que de le dire, ni des gros mots que de le dire. Et c'est aussi et surtout des établissements qui participent pleinement à la richesse, à tous les sens du terme, de notre pays. Et ça, c'est oublié. C'est très souvent oublié. Donc pour nous, l'un des positionnements centraux dans la plateforme, c'était de dire attention, la santé, ce n'est pas un marché. Ce n'est pas simplement un équilibre offre et demande, c'est beaucoup plus que ça, et c'est effectivement, ça renvoie à l'humanité au sein de au choix de société profond qu'on doit faire. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, et donc j'en viens un petit peu au fait. La transformation aujourd'hui, elle est majeure. Les impacts, ils sont majeurs, je vous épargne les constats maintes fois rappelés, mais c'est effectivement essentiel de se poser la question du sens des réformes, de la boussole qui est suivie.
Force est de constater que ces dernières années, la boussole, elle a manqué. On nous a annoncé beaucoup de plans d'efficience, beaucoup de plans d'amélioration, de transformation qu'on nous présentait systématiquement comme bénéfiques. La réalité, c'est que jamais, ou très rarement, le cap nous a été fixé. Qu'est-ce qu'on attendait de nos établissements? Quelle était la transformation attendue, aussi bien dans le secteur médico-social que dans le secteur sanitaire et d'une façon générale dans ce secteur-là qui travaille et qui doit travailler de plus en plus ensemble. Aujourd'hui, en tout cas depuis quelques mois, on a le sentiment que le cap, en tout cas qu'une recherche de cap est faite. C'est le sens des propos d'Agnès Buzyn, de Frédérique Vidal, qui reparle de stratégie nationale de santé, plutôt, je trouve, moi, de bonne manière, c'est-à-dire qu'on n'est pas reparti dans un délire de concertation pendant des mois, des hauts conseils, des subconseils, des supraconseils, pour in fine, que ce soit le cabinet qui écrive les conclusions, mais plutôt sur quelque chose de plus rapide où, effectivement, le cap de la prévention, le cap de la santé publique et le cap également du juste soin ou d'une certaine rationalité dans la façon d'exercer les soins et de prendre en charge les personnes est en train d'être fixé. Donc ça, on dit, nous, dont acte. Maintenant, il va falloir aller beaucoup plus loin. Parce qu'effectivement, on nous parle beaucoup de révolution douce. La réalité, ça c'est les propos de la ministre de la Santé il y a encore 15 jours, la douceur me semble un peu manquer dans ce bas monde, en particulier avec les décisions qui sont en train d'être votées au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je le rappelle, 1,6 milliard d'euros d'économies, c'est du jamais vu. On double quasiment le niveau d'effort qui avait été fait ces prochaines années. Encore une fois, sans se poser la question de ce qu'on attend pour nos établissements et comment on les conçoit dans le territoire. Alors nous, évidemment, le rôle de la fédération, en tout cas le rôle qu'elle s'est fixé, c'est d'essayer de penser ces changements, d'essayer de les anticiper. Et pour nous, effectivement, la notion de territoire, elle est essentielle, elle est fondamentale, et elle renvoie effectivement aux besoins qu'ont nos concitoyens. Donc dans cette notion de territoire, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est là que ça vient irriguer les métiers, c'est qu'on a vraiment besoin de tirer les conséquences de la territorialité en santé. Ça veut dire la coordination des parcours. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais j'en ai pas trouvé un autre. Mais la coordination, la transversalité des prises en charge, le besoin en tout cas de penser localement les territoires. Mais une fois qu'on a dit ça, on a deux manières de répondre. Il y avait précédemment la table ronde sur les groupements hospitaliers de territoire. Soit on peut répondre par l'outil, pensant que l'outil va finalement tout résoudre, va être une solution miracle. On a posé une boîte GHT et puis tout va s'organiser de façon harmonieuse. Moi, je crois que cette approche par l'outil, elle est très insuffisante, presque inconséquente. Un outil, c'est rien d'autre, et on l'oublie dans notre système, c'est rien d'autre, ça ne doit rien être d'autre qu'un instrument au service d'une politique. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, la politique. Donc, dans les premiers éléments moi, que je voudrais aujourd'hui poser là, dans le débat pour notre échange, la première des choses, c'est qu'effectivement, il faut penser le territoire et il faut surtout renouveler en profondeur le mode de gouvernance. C'est-à-dire la question centrale qu'on pose aujourd'hui à la ministre de la Santé, est-ce qu'on est prêt ou pas prêt à faire le pari de la confiance sur les territoires? Est-ce qu'on est prêt vraiment à décentraliser les modes de décision? Est-ce qu'on est prêt vraiment à accepter qu'il y ait des solutions différentes dans les territoires qui se mettent en œuvre? Est-ce qu'on est prêt ou pas? Ça a plein de conséquences. Ça veut dire qu'on réforme en profondeur le ministère de la Santé. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire qu'on réforme profondément le positionnement des agences régionales de santé. Ça n'a pas été fait. En revanche, ça veut dire aussi qu'on tire les conclusions de la territorialité dans la santé, qu'on laisse des marges de manœuvre aux acteurs et qu'on n'est pas obsédé par des organigrammes comme aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas avec les groupements hospitaliers de territoire. On est tous obnubilés par des questions d'organigrammes, alors que ce qui nous intéresse, c'est un projet médical soignant, un projet de territoire qui est à bâtir et qui, pour cela, nécessite beaucoup de marge de manœuvre. Et après, derrière, on tire les conséquences de cet objectif politique. On tire les conséquences du rôle des groupements hospitaliers de territoire, qui peuvent être intégratifs, pas intégratifs, coopératifs, etc. Là encore, ça doit être décidé par les acteurs au service d'une politique. Et puis après, ça veut dire aussi qu'on tire les conclusions pour les métiers. Et enfin, pour les statuts. Ça veut dire pour les métiers, ce n'est pas la même chose d'exercer dans un cadre d'établissement, dans un cadre territorial. Ce n'est pas la même chose non plus statutairement d'avoir un exercice d'établissement, un exercice d'équipe. Ça veut dire aussi enfin qu'on va devoir aller beaucoup plus loin dans un certain nombre de réformes qu'on ne cesse de différer. Je pense à la coopération et aux actes avancés, pratiques de coopération. Je sais que tout le monde s'écharpe sur les mots, mais vous voyez un peu l'idée de faire en sorte qu'on partage beaucoup plus les prises en charge. Ça veut dire enfin qu'on donne toute sa place au secteur médico-social dans le territoire et pas simplement un rôle supplétif ou un rôle un peu subalterne.
Non, clairement non. En tout cas, si on ne prend pas ce virage, on n'a rien compris à l'évolution de notre système et à l'évolution de notre population et de ses besoins d'une façon très générale. Et ça veut dire également qu'on tire les conséquences du financement et que le tout et deux A ne peut pas tout résoudre. Mais là encore, pour tous ces outils, pour toutes ces questions, surtout pas, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister là, dans cette première prise de parole, de grâce, pas d'approche par les outils. La question, c'est pas pour ou contre la T2A, pour ou contre les GHT, pour ou contre les coopérations. Or, vous regardez aujourd'hui, c'est que ces questions-là qui structurent le débat. La question, c'est quelle boussole, quel cap, quelles conséquences ensuite on en tire sur les outils, et on saura faire. Si je prends la question de la tarification à l'activité, la question, c'est pas pour ou contre de la T2A, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut des parcours? Est-ce qu'on est capable de penser autrement ville, hôpital, médico-social? Dans ce cas-là, on saura inventer l'outil. On le sait, on a des experts, des expérimentations à l'étranger, tout le monde sait faire. Mais la question, elle n'est pas du gré de raffinement de l'outil, encore une fois. Et je trouve qu'aujourd'hui, on se trompe énormément dans nos débats, dans notre façon d'appréhender, en s'omnubilant et en se déchirant sur les outils, alors que la question, elle est éminemment politique, elle renvoie au choix de société. Pour nous, le choix, il est simple. Celui de l'autonomie est vraiment de l'autonomie qui doit se traduire dans les établissements, dans la gouvernance du système, qui doit se traduire dans les choix de financement qui sont faits, dans les valorisations, les reconnaissances de métiers, et in fine dans la question statutaire, mais encore une fois, tous ces éléments-là mis au service d'une politique. Merci pour ces premiers éléments d'éclairage, on y reviendra tout de suite. Après, je laisse la parole à Monsieur Stéphane Rax, directeur général de Nexem, qui va d'abord nous expliquer ce qu'est Nexem. Mais ça, je lui fais confiance, puisque tout va bien à Nexem, m'a-t-il dit tout à l'heure. Et je lui pose exactement la même question pour une fédération d'employeurs qui vient d'arriver dans ces nouveaux enjeux, qui est une importante fédération d'employeurs privés. Comment on peut accompagner les changements et comment on peut accompagner les changements de métier, des fonctions de direction, mais y compris les fonctions médicales, voilà, sur les territoires. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, évolution des besoins, transformation des métiers. Donc, on m'a demandé un petit peu d'apporter un regard, le regard d'un privé non lucratif. Donc, pas forcément besoin de consacrer beaucoup de temps pour présenter Nexem, simplement qu'il faut que vous reteniez que c'est une organisation professionnelle d'employeurs assez récente, puisque c'est le produit d'une fusion, d'un rapprochement donc, entre deux organisations professionnelles. On représente des associations, fondations, autres organisations à but non lucratif qui interviennent tant sur le secteur du médico-social, personnes âgées et personnes handicapées, que sur le secteur social, protection de l'enfance, insertion. Et on a un petit peu de sanitaire et maintenant un petit peu d'aide à domicile. Et on représente environ 10 000 établissements et services. Alors, le regard que nous, on peut apporter par rapport à la question qui est posée est un regard qui, en fait, est irrigué par toutes les transformations qu'on peut noter concernant notre secteur. Et finalement, le point de départ de la réflexion qu'on pourrait avoir concernant l'évolution ou les questions qui pourraient se poser sur les évolutions concernant tout ce qui concerne les métiers ou les fonctions de direction, c'est finalement l'appréhension de la dimension employeur de notre secteur. Et en fait, je pense que le terme évolution ou transformation sont largement en deçà de ce à quoi nous sommes confrontés. En fait, il s'agit d'une révolution, et d'une révolution culturelle, parce que dans le secteur du non lucratif, il y a une difficile et lente appréhension de la fonction employeur, c'est-à-dire qu'on ne se sent difficilement employeur, et donc en fait le principal élément qui va expliquer et qui va fonder la transformation des métiers de direction, c'est de plus en plus des circonstances qui vont pousser la mise en exergue de cette fonction employeur. Je vais vous donner un exemple, alors qui ne touche pas un opérationnel, mais j'ai échangé il y a quelques jours sur les quelques éléments qui viennent perturber notre secteur. Je vais revenir sur la question de l'opposabilité ou des ordonnances, voilà, des petits sujets qui peuvent éventuellement avoir une petite conséquence sur notre secteur. J'ai expliqué tout ça à une présidente d'association, d'une grosse association d'un peu plus de 1500 salariés, donc avec normalement une petite dimension managériale dans cette association. Et en fait, la seule réaction qu'elle m'a apportée, c'est de l'effroi. Elle m'a dit « mais qu'est-ce que je vais faire ? Parce que jusqu'à maintenant, je déléguais le dialogue social à mon organisation professionnelle.
En fait, c'était Nexem qui assurait le dialogue social. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, la fonction employeur, en fait, n'était pas habitée par l'association, était renvoyée à Nexem. Pourquoi? Parce que Nexem était considéré comme le seul producteur, avec les partenaires sociaux, comme seul lieu de production des normes, puisque gestionnaire d'une convention collective tellement statutaire que, en fait, au niveau local, tous les acteurs avaient pour presque unique mission en ce qui concerne cette fonction employeur, l'application avec peu d'interprétation, vu la rigueur, on va dire, des normes, la seule application de normes décidées par une sorte d'entité un petit peu lointaine. On sait qu'on doit le faire, mais on ne sait pas finalement pourquoi, et que ce n'est pas notre travail finalement de réfléchir à cette production de normes. D'où la surprise et l'effroi de mon interlocutrice qui dit mais ça, c'est pas mon travail, c'est pas ce qu'on doit faire. Cette fonction employeur, elle me concerne pas. Et donc ça pourrait être étonnant du fait de ce qui s'est passé ces dernières années, du fait que, au-delà de la dimension non lucrative, nous sommes privés à but non lucratif, donc normalement nous sommes des employeurs, nous sommes des gestionnaires, et forcément avec ce qui se passe, de plus en plus, on va devoir investir cette fonction employeur. Je pourrais citer un certain nombre d'éléments qui viennent mettre en exergue cette nécessaire révolution. Je les ai effleurés tout à l'heure. La question des ordonnances, je ne vais pas revenir sur le contenu des ordonnances, mais avec un renvoi de plus en plus massif à l'accord d'entreprise, de plus en plus massif au dialogue social local, au détriment d'un dialogue social national. Donc, premier élément, pour le coup, qui concerne tous les secteurs. Mais dans notre secteur, c'est amplifié par la disparition progressive affirmée, a fortiori avec le PLFSS de cette année, la disparition de l'opposabilité des conventions collectives, avec ce qui va devenir le fameux article 50 du PLFSS, où on dit qu'il n'y a plus d'opposabilité financière des conventions collectives dans le cadre des PA, des PH, dans un cadre de CEPOM. On sait tous qu'on commence à ouvrir par ce biais-là, il y aura une généralisation des CEPOM, bref, il n'y aura plus d'opposabilité. Alors, certains pourraient dire, oui, mais finalement, l'opposabilité était virtuelle, ou commençait à l'être, néanmoins maintenant elle est inscrite, et ça veut dire que maintenant la convention collective deviendra ce qu'est normalement une convention collective, c'est-à-dire la fonction d'organisation des rapports entre employeurs et salariés, et pas la garantie du financement d'une activité. Finalement, dans le non lucratif, c'était devenu avant tout cette garantie-là, et la vision qu'avaient les employeurs sur le terrain, c'était avant tout cette dimension, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, à la fois un lieu lointain de normes et par ailleurs une garantie de financement. Les deux éléments, demain, vont tomber et demain vont être envoyés à la responsabilité d'acteurs qui estiment ne pas avoir été formés pour s'approprier ces thématiques. Et finalement, se rendre compte, et on commence à se rendre compte que finalement, la convention collective, qui est un petit peu l'instrument de gestion d'une organisation professionnelle telle que Nexem, qu'est-ce qu'une convention collective? Et je vais être provocateur. Une convention collective, c'est un lieu de régulation d'une concurrence. La convention collective, ça veut simplement dire que voilà quelles sont les règles du jeu, normalement applicable à tous. Si elle est étendue, on pourrait ouvrir une autre discussion sur ce sujet-là. Et le principe, c'est ensuite chaque acteur s'approprie ses règles du jeu, et c'est tout. Et en fait, la transformation des métiers de direction, c'était appropriation de ces règles du jeu en disant maintenant, les règles du jeu, elles vous appartiennent. C'est à vous de vous les approprier pour donner corps au projet associatif, pour donner corps au projet d'établissement. Et en fait, cette révolution culturelle, c'est ce passage et le travail d'une organisation comme Nexem, mais aussi du côté des organisations aussi syndicales, mais aussi du côté des financeurs, on l'échangeait tout à l'heure, comment tous les acteurs concernés vont pouvoir s'approprier ces règles du jeu. Et c'est, je crois que quelqu'un disait tout à l'heure, ce genre d'appropriation se fait dans le temps. Tout à fait d'accord. Pas de chance, c'est aujourd'hui et demain. Donc le temps, on ne l'a pas. Donc en fait, derrière cette réalité de transformation, l'enjeu de nous tous, chacun dans notre rôle, l'enjeu c'est comment on peut aller vers cette appropriation très rapide, puisque massive, comment chacun dans notre rôle, on peut aller dans cet accompagnement. Moi, avec mes adhérents, il ne faut pas oublier que quand je mets en avant le fait qu'on représente 10 000 établissements et services, la moitié des associations adhérentes de Nexem ont moins de 100 salariés. Et pour la plupart, moins de 50.
qui n'ont pas de fonction RH, qui n'ont pas pensé avoir, qui n'ont pas la possibilité de la fonction RH. Comment demain on pourra penser cette nouvelle appréhension ? Donc, avant même de penser la transformation des métiers et ce que ça veut dire en matière de compétences et de formation, ça interroge avant tout le rôle des uns et des autres. Ça réinterroge très lourdement le dialogue social. Ça réinterroge très lourdement le lien entre nos établissements, nous, acteurs du non lucratif, avec nos différents lieux de financement, qu'ils soient au niveau local ou au niveau national. Pour nous, pour moi, le point de départ, c'est cette évolution majeure, avec un risque majeur, soit d'absence de visibilité, soit même, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai une présidente qui a cette surprise il y a une semaine, ça veut dire qu'en plus, j'ai un certain nombre d'interlocuteurs, et pas les moins bien placés, qui ne se sont pas rendus compte de cet enjeu, qui pour le coup n'est pas nouveau, même s'il est amplifié par les différents éléments que j'ai pu mettre en avant. Voilà pour le regard du non lucratif, et que le point de départ, mais à mon avis, qui est un point de départ qui concerne le secteur du sanitaire, social, médico-social, et pas uniquement un but non lucratif. On est bien d'accord, et je reviendrai tout de suite par une question avant de laisser la parole à la salle. Mais avant toute chose, je laisse la parole à Monsieur Rapina. L'association, alors les départements, et donc l'Association des départements de France est au cœur des politiques publiques actuellement, tant médico-social, on a eu quelques échanges collectifs sur ce sujet, mais du social, et je sais que c'est un sujet qui est au cœur de vos préoccupations encore hier sur la problématique des mineurs isolés. Comment l'Association des départements de France, quelle vision elle a sur l'accompagnement au changement dans le cadre de ces nouvelles politiques publiques ? Très bien, d'abord merci beaucoup pour cette invitation. C'est pour moi la première fois que je viens parler devant vous. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous, je n'ai pas le temps, mais je suis venu aujourd'hui non seulement parce que vous m'avez très rapidement convaincu de l'intérêt de cette démarche, mais aussi parce que votre thématique sur la transformation des métiers, et notamment de cette table ronde, est une thématique qui nous impacte, nous, très directement. Et je voulais exprimer ici mon intérêt pour dialoguer avec vous sur ce sujet. Alors, ça nous touche particulièrement, nous avez présenté, mais c'est normal et naturel, comme des financeurs. Je dis nous, je parle au nom des départements. Vous savez que l'Assemblée des départements de France, ce sont les 102 adhérents de l'Assemblée des départements de France, donc tout département, outre-mer, département d'Île-de-France, parisien, côtier, montagnard, etc. Et également la métropole du Grand Lyon depuis quelque temps. Donc quand je m'exprime, quand je dis nous, j'essaie de parler au nom des 102. Les départements sont certes des financeurs, et on parlera des tensions qui peuvent exister dans une période aussi contrainte sur le plan budgétaire. Je crois que c'est plus sain de le faire ainsi. Mais nous sommes impactés directement dans nos métiers, exactement de la même manière que vous. Cet impact, il est dû à une situation extrêmement difficile à expliquer, mais qui tient d'abord au fait que le modèle social, selon nous, est à bout de souffle, qu'il n'est plus financé. Alors, il n'est plus financé, je vous donne des exemples concrets. Quand on bataille sur des questions qui sont celles que vous connaissez, les allocations individuelles de solidarité par exemple, on bataille surtout sur les politiques publiques. Parce qu'on aimerait qu'enfin la question budgétaire ne nous arrête plus. Par exemple, le fait qu'on ait constaté de manière récente un ralentissement dans la progression du RSA, voire même parfois un léger reflux, ça nous va bien, mais ce qu'on veut, nous, au département, c'est assumer totalement, non pas le financement de l'allocation du RSA, mais la conduite des politiques publiques d'insertion. Bon. On parlera également de la protection de l'enfance. Noël, je me permets de vous prénommer, indiquer à l'instant, c'est effectivement une problématique qui est une problématique très dure à vivre localement ces temps-ci, et qui impacte beaucoup les départements. C'est un peu du même ordre. On veut se consacrer pleinement à nos missions. Donc l'impact sur les métiers, que ce soit dans le domaine du grand âge, que ce soit dans le domaine du handicap, que ce soit dans le domaine des politiques d'insertion, que ce soit dans le domaine de la petite enfance, donc compétences départementales, secoue les équipes départementales énormément, et je voulais en témoigner donc dans un premier temps. Deuxième sujet, on est, il faut le dire de manière très honnête également, même si les choses vont beaucoup mieux, on a un dialogue avec le gouvernement, avec les administrations centrales qui s'améliorent beaucoup, on est dans un rapport qui n'est pas encore totalement pacifié avec l'État. Et je le dis simplement, je le dirais de la même manière si on avait un représentant de l'État
ici, on a des sujets qui sont des sujets tabous. Je parlais du RSA. Quand on augmente l'allocation du RSA, très bien, parfait. On oublie de dire, c'est le département qui finance. On passe de 7,1 milliards en 2006 à 10,1 milliards en 2016. En 10 ans, plus 3 milliards. Donc nous, qu'est-ce qu'on réclame par rapport à cela? C'est simplement une compensation à due concurrence de la part de l'État. Ça empeste les relations en permanence. Donc le fait qu'on ait une conférence nationale des territoires, qu'on ait un dialogue ouvert sur le sujet, nous permet d'espérer qu'on va enfin sortir de cela. Sinon, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les marges de manœuvre des départements se réduisent à due concurrence, et là on en arrive à une tension très directe avec nos partenaires. Donc moi j'aborde le sujet très, très franchement parce que je me dis, on n'a jamais vécu, enfin en tout cas nous, collectivités, une telle situation tendue sur le plan budgétaire, ça n'a jamais eu autant d'effets sur les métiers, ça n'a jamais eu autant d'effets dans les relations avec nos partenaires, et donc en clair souvent on passe pour le mauvais objet. Hein, on peut se le dire honnêtement, on en parlait tout à l'heure. Eh bien moi je veux être avec vous optimiste, pas irréaliste non plus, hein, mais je pense que sur cette transformation globale, sur ce changement de paradigme, on a peut-être à utiliser cette situation la plus difficile qui soit sur le plan budgétaire pour passer le tournant ensemble, enfin pour transformer l'offre ensemble, pour envisager les métiers qui nous sont, j'allais dire, des métiers respectifs, des métiers qui sont amenés à travailler ensemble dans un avenir proche. Et là-dessus, je voudrais donner quelques exemples. Premier exemple, on considère, en ce qui nous concerne, qu'on n'anticipe pas assez la question, enfin, ou plus exactement, les effets sur les métiers de l'enjeu du grand âge. On est en permanence pris par des questions qui sont, par exemple, le financement de l'APA, 2 tiers financés par le département, 1 tiers par le biais des concours versés par la CNSA. Donc nous, on réclame quelque chose qui soit équilibré, non pas qui soit là encore aussi une contrainte, mais au-delà de cette question centrale qui concerne le financement, si on n'anticipe pas ensemble la question du grand âge, et c'est-à-dire en clair, c'est simple, vous le connaissez aussi bien que moi, l'enjeu des années 2020-2030. Si on n'anticipe pas ensemble à la fois les transformations que ça provoque déjà dès maintenant dans les profils, dans les métiers, dans la manière de travailler ensemble, on est dans le mur dans quelques années. Alors bon, j'apprécie que ce sujet-là, moi j'en parle souvent avec le directeur général de la cohésion sociale, Jean-Philippe Vinquant, avec lequel on a un dialogue très très ouvert. Je vois que récemment la ministre Agnès Buzyn a parlé du sujet avec beaucoup de perspectives intéressantes, mais très franchement, la transformation des métiers, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on imagine demain? Nous, départements, évidemment, on a en place des dispositifs qui ne pourront pas tenir la distance si on n'est pas, j'allais dire, ensemble dans la capacité de construire une offre nouvelle. Les besoins de ces personnes qui seront beaucoup plus nombreuses ne sont pas les mêmes que les personnes que nous avons aidées jusqu'alors. Les personnes qu'on a aidées, nous, départements, à partir de 2002 ou 2003, avec la mise en œuvre de l'APA, n'avaient pas les mêmes conditions de vie, n'étaient pas dans les mêmes configurations familiales, n'avaient pas les mêmes besoins, n'exprimaient pas les mêmes aspirations. Donc si l'on veut demain réussir cet enjeu-là, mais c'est déjà un peu tard, enfin, ou plus exactement, il est temps d'y réfléchir ensemble. Donc ça concerne nos métiers et ça concerne nos modes de management respectifs. Ça, c'est aussi un sujet commun à travailler. Alors, on le travaille plutôt bien, ou plutôt dans le bon sens dans le domaine du handicap. Nous, on est vraiment plutôt pour je le dis souvent, hein, la cafetière à l'italienne que la cafetière à piston. Or, aujourd'hui, on est quand même un peu... les centralismes réapparaissent dans beaucoup de discours. Hein. Or, il y a une démarche qui fonctionne plutôt bien. Enfin, là encore, hein, je suis relatif, ça ne fait que débuter, mais c'est la réponse accompagnée pour tous. En matière de handicap, hein. Vous vous souvenez le rapport de Denis Pifteau, Zéro sans solution. Enfin, là, on avait une réunion récente avec Marie-Sophie De Saulles, avec la directrice de cabinet de Sophie Cluzel, avec Anne Burstin, la nouvelle directrice de la CNSA, avec des représentants des ARS, avec l'éducation nationale, avec des représentants départementaux. Là, ce n'était pas de la co-construction bidon, hein. Pardon d'être aussi franc et aussi direct. Ça donne quelque chose. C'est-à-dire que là aussi, on construit ensemble, par rapport aux situations de handicap les plus lourdes,
pour lesquels, honnêtement, on n'a pas toujours la solution idéale. Hein. On a souvent une solution de compromis, des pistes à travailler ensemble, mais on construit des choses intéressantes sur la structuration de nos métiers et au même moment sur l'évolution de l'offre, avec une philosophie différente de l'intervention. Parce que dans cette démarche-là, moi j'étais dans un département il n'y a pas très longtemps, on faisait un tour de table, justement, dans un comité lié à la réponse accompagnée pour tous, sur, dans ce département, 180 amendements Creton. Grâce finalement au travail partenarial qui avait été mené, et là c'était vraiment du collectif, hein, personne ne renvoyait la balle à l'autre, c'était vraiment un terme très à la mode, une co-construction. Je plaisante parce que bon, c'est pas l'effet de mode moi qui m'intéresse, c'est vraiment ce que ça donne très concrètement. Eh bien, dans ce département, sur 180 situations qui étaient vraiment des situations sans solution, on a trouvé 60 réponses positives. Alors, voilà, on a déjà une amorce de réponse. Bon. Je le dis parce que ça, il faut que vous sachiez que l'Assemblée des départements de France, qui est avec Dominique Bussereau, son président, de plus en plus ouverte au partenariat, de plus en plus ouverte au dialogue, y compris quand on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres, qui n'est donc plus seulement, j'allais dire, un club des présidents comme ça l'a été il y a quelques décennies, mais vraiment un lieu dans lequel il y a du partage sur les politiques publiques, notamment en faveur de nos adhérents, mais avec l'ensemble des partenaires qui œuvrent sur le champ. Dans ces domaines-là, je peux vous dire que véritablement, il y a un souhait d'être porteur. Et sur cet exemple de la réponse accompagnée pour tous, qui me semble intéressant, parce que c'est balbutiant, mais on passe de l'an dernier, enfin le début, les pionniers, c'était 24 territoires à 90, ça veut dire aussi que là-dessus, l'Assemblée des départements de France ne se trompe pas de rôle, elle l'accompagne, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas, elle ne s'ingère pas dans la décision de chaque département, hein, ses adhérents sont libres évidemment, mais elle entraîne une dynamique et elle accompagne un mouvement de manière très forte. Donc, sur l'offre, sur les modifications qui concernent les métiers, aussi parce que ça nous touche très directement. Alors, vous avez cité à fort juste titre la question de l'enfance, je voudrais en dire un mot, qui concerne d'ailleurs pas seulement les départements, qui concerne toute la communauté éducative. Et je vais être très prudent sur ce que je vais dire, parce que entendez bien que moi je ne vise pas ces jeunes qui viennent de l'étranger. On a beaucoup de plaisir, on est fiers de les accueillir, mais on a un vrai problème, on a un vrai chamboulement, on a un véritable impact sur les métiers dans nos foyers de l'enfance, dans les maisons d'enfants à caractère social, dans les familles d'accueil, dans les services départementaux, véritablement sur un sujet qui n'a pas été pris à bras-le-corps. Il commence à l'être. Hein. Il y a un changement là qui s'opère qui est intéressant, mais qui n'a pas été pris à bras-le-corps sur les missions et sur les métiers. Il n'est pas normal, me semble-t-il, là je m'engage moi à titre personnel, il n'est pas normal qu'on demande à un cadre d'un établissement avec son équipe de faire la vérification des papiers de ce jeune, en vue de vérifier s'il est mineur ou pas. Ce qui est important dans la mission de protection de l'enfance, là, c'est la situation d'isolement de ce jeune. Est-ce qu'il est véritablement isolé? C'est son parcours, c'est la manière dont on va l'écouter sur ce qu'il a vécu. C'est la situation de danger qu'il a connue éventuellement, qui donc, éléments vraiment structurants, vont constituer, vont caractériser finalement les raisons pour lesquelles il sera admis éventuellement à l'aide sociale à l'enfance. Donc, je disais, il y a une évolution là positive, puisque le Premier ministre est venu lors de notre congrès. Hein, vous savez que l'ADF mène un congrès annuel chaque année. Là, c'était à l'invitation des Bouches-du-Rhône il y a quelques semaines. Le Premier ministre est venu finalement confirmer ce que le Président de la République nous avait dit. Et ça va pour nous plutôt dans le bon sens, à savoir que cette question de la mise à l'abri et de la détermination de la minorité, ben ça, c'est l'affaire de l'État. Donc, ce n'est pas notre métier. Et quand je dis c'est pas notre métier, c'est pas notre métier commun. Hein, je ne parle pas qu'au nom des fonctionnaires territoriaux au sein des services d'aide sociale en France. Toute la communauté est impactée par ça. Donc ça commence par des décisions qui concernent un équilibre plus structurant, plus fidèle aux missions respectives, notamment entre l'État et les collectivités. Là, c'est un exemple tout à fait caractéristique. L'État reprenant, alors c'est pas fait, hein. Vous avez vu qu'il y a une mission bipartite, ça c'est aussi une nouveauté, hein, commanditée par le Premier ministre et le président de l'ADF sur
justement des propositions qui devraient être faites en matière de gestion de cette mise à l'abri et de cette évaluation pour les mineurs qui arrivent de l'étranger, donc communément fait donc, par des inspecteurs généraux et des représentants de l'ADF. C'est un peu une première, mais enfin sortant vraiment cette première phase, qui n'a rien à voir avec les compétences de protection de l'enfance, les sortant du cadre, pour se consacrer pleinement à l'accompagnement de ces jeunes. Alors, l'accompagnement de ces jeunes, ça se traduit par des transformations aussi dans les métiers, parce que quand ces jeunes sont admis à l'aide sociale à l'enfance, pardon, mais ils n'ont quand même pas tout à fait, même si on est tout à fait prêt à les accueillir, pas tout à fait les mêmes problématiques que les jeunes qu'on accueille habituellement. Donc là, ça réclame aussi des points de passage, des coordinations. On a des jeunes qui présentent des troubles psychiques, on a des jeunes dont les traumatismes sur le long terme vont avoir des conséquences importantes sur leur comportement, sur leur bien-être, etc. Donc on a des sujets à traiter spécifiquement, également sur ce domaine d'activité. Donc là aussi, ça s'anticipe. Parce que, enfin, sauf à être complètement à côté de la plaque, vous me direz ce que vous en pensez, mais je n'ai pas le sentiment que les phénomènes migratoires vont se tarir dans les années à venir. On n'est pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls en France à être concernés par les phénomènes migratoires, mais des jeunes qui vont arriver de l'étranger, je pense qu'il y en aura d'autres dans les années à venir. Donc, comment on anticipe, à partir d'une clarification des rôles, qui va plutôt dans le bon sens si on va jusqu'au bout de ce qui nous a été annoncé, comment on anticipe aussi le travail auprès de ces jeunes qui ont des problématiques particulières. C'est vrai dans le domaine de l'emploi. Et pour nous qui sommes, je tiens aussi à le préciser, très impactés sur nos politiques d'insertion, là je change complètement de sujet, l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, il y a un changement de paradigme complet. Vous savez qu'aujourd'hui, si je souhaite faire une demande de RSA, je peux la faire directement sur Internet. Enfin, si j'ai accès à Internet. Si je sais faire seul. Mais cette rupture de premier contact avec celui qui va peut-être entendre ce qu'il en est de ma situation personnelle, sociale, familiale, etc., c'est un vrai risque sur le métier de l'accompagnement social. Donc, on pourrait comme ça prendre de multiples exemples. Ce que je voulais vous dire là, un peu en introduction, c'est que on est, nous, dans notre champ, et vous l'avez vu, moi je raisonne plus par rapport aux compétences départementales, mais je crois que vous m'avez invité pour ça, on est impacté avec vous, vraiment sur la transformation de l'offre, au même moment que la transformation des métiers, au même moment qu'une clarification des rôles et des missions, ce qui nous impose, nous, non pas un bras de fer, parce qu'on est plutôt dans des rapports courtois, mais un dialogue quand même relativement suivi, franc, honnête, direct, serré avec l'État sur une situation qui n'est plus tenable. Voilà. Puis alors, dernière chose sur les objectifs qu'on nous demande d'atteindre en termes de finances publiques, vous avez entendu, plus 1,2% ou plus 1,4%, etc. Enfin, si c'était hors compétences sociales, on a déjà fait de nombreux efforts, on serait capable de relever ce défi, mais en intégrant les dépenses sociales, mais c'est tout juste intenable, c'est inatteignable. Ou alors il faut qu'on m'explique que demain, on n'aidera plus un certain nombre de personnes âgées en situation de perte d'autonomie, un certain nombre de familles qui nous présentent la situation de leur enfant en situation de handicap, ou qu'il faudra arrêter d'accueillir des mineurs qui viennent de l'étranger. Enfin, donc je le dis aussi parce que ça va réapparaître dans le débat. Ce n'est pas une absence de volonté des départements de participer à l'effort de restrictions et de contraintes budgétaires qui nous sont imposées, mais c'est véritablement prendre en compte les besoins, les aspirations, l'évolution des métiers, l'impact des revalorisations, l'impact de l'accompagnement effectivement de l'évolution des carrières de nos fonctionnaires là, territoriaux. Si c'est avec les dépenses sociales, c'est totalement inatteignable, c'est ce qu'on a dit de manière très récente, notamment dans le cadre des réflexions sur le pacte financier. Donc voilà, impacter très fortement avec vous, et c'est une occasion, à mon avis, un peu historique, de passer le cap ensemble,
à la faveur d'un dialogue sain, direct. Je crois que le mérite de cette rencontre, c'est ça. Enfin, en tout cas, ce que vous avez voulu, et moi je l'apprécie beaucoup, et avec nos partenaires de manière régulière, des échanges, y compris sur les sujets sur lesquels on n'est peut-être pas complètement d'accord, peu importe. Et moi je le dis parce que chez nous, c'est pas un aspect démagogique, c'est une... Je ne sais pas si on le fait parfaitement, enfin en tout cas, on tente de le faire de mieux en mieux, de sorte qu'on ait vraiment un intérêt commun dans les négociations, un intérêt commun dans le développement de l'offre, dans la restructuration de l'offre, dans l'évolution des métiers, parfois, si c'est possible, une parole commune vis-à-vis de l'État. Donc c'est en ce sens-là que le rôle est difficile à tenir pour nous, parce qu'on est aussi des financeurs, enfin les départements sont aussi des financeurs, mais c'est un défi qu'on veut relever avec vous. Merci à vous. En tout cas, c'est la transition directe avec ma question suivante. On est en plein PLFSS 2018, avec des enjeux, vous l'avez dit vous-même, demain. Ça ne vous a pas échappé qu'on était sur des journées syndicales de la CFDT. CFDT qui a toujours prôné la co-construction. Donc merci de lancer cette perche. La secrétaire générale la saisira très probablement. Mais je voulais vous poser une question. Avant de laisser la parole à la salle, je rassure les collègues qui ont certainement, même pour les rendus fonds, plein de questions à poser. Qu'attendez-vous d'un syndicat comme le nôtre dans cette co-construction commune de nouvelles solutions face à de nouveaux enjeux qui sont là, a priori, demain et certainement pas après-demain? Lequel de vous deux veut répondre? Ou de vous trois, hein, pardon, ou de vous trois. Je crois que le tempo qu'on a réussi à trouver, ou en tout cas, j'ai le sentiment qu'on a réussi à trouver depuis plusieurs années. Je salue ici Michel Rosenblatt, évidemment, mais Anne également. C'est valable également aussi avec d'autres organisations. Va dans cette voie-là de la co-construction. C'est-à-dire que, en tout cas, pour ce qui concerne la Fédération hospitalière de France, on a toujours conçu notre rôle comme un fédérateur. C'est-à-dire qu'on est un milieu dans lequel les forces centripètes sont très fortes. On a plutôt tendance à nous éparpiller, ce qui pendant de très nombreuses années a bénéficié au pouvoir public qui profitait de notre morcellement, du fait qu'on se divise sur un certain nombre de points pour pouvoir avancer dans une voie qui n'était pas forcément la plus conforme à l'intérêt de nos structures, de nos établissements et de nos personnels. La manière, à mon avis, dont on peut travailler, les attentes quelque part qu'on pourrait avoir vis-à-vis du 5A CFDT, c'est d'abord partager l'essentiel, c'est-à-dire c'est quoi la boussole, c'est quoi le cap très général, de façon à toujours dans notre discussion avec les pouvoirs publics, au-delà de nos degrés d'intervention qui peuvent être différents, des sensibilités, etc., se mettre d'accord sur l'essentiel parce que c'est vraiment très fort, c'est un peu un lieu commun que je vais dire, mais je le crois sincèrement, ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui peut parfois nous diviser ou avec des points de vue, encore une fois, très différents. Je prends quelques exemples, et c'est ce qu'on a essayé, nous, de faire à la Fédération, qui, encore une fois, réunit justement toutes les sensibilités, à la fois des élus, des présidents de conseil de surveillance, également des membres du corps médical, des établissements médico-sociaux, des directeurs, etc. etc. C'est ces notions-là sur lesquelles on peut très vite se mettre d'accord. Un, le sens du service public et de cette mission de service public qui vraiment transcende et nous rassemble. Deux, cette notion très forte qui irrigue toute la plateforme de la Fédération hospitalière de France et toutes ses prises de position depuis quelques mois, c'est cette notion de responsabilité. La responsabilité à l'égard des territoires. Que nos établissements et nos personnels ont une responsabilité dans l'amélioration de l'état de santé de la population. Et là, on doit tous y contribuer. Et toutes nos forces, finalement, et nos sensibilités doivent participer à cette amélioration de l'état de santé et des prises en charge de la population, des malades, comme des résidents ou des familles dans les territoires. La responsabilité vis-à-vis des personnels, là aussi. En tant qu'employeur, en tant qu'organisation syndicale, on a beaucoup de choses à faire pour améliorer les conditions de travail dans nos établissements, pour améliorer les perspectives qu'on offre à nos personnels, pour améliorer, on n'a pas encore parlé, les conditions de formation, d'adaptation, d'outillage, quelque part, à tous les professionnels, quels qu'ils soient, pour leur permettre de vivre ces changements. La responsabilité, bien entendu, à l'égard de la population, je le disais tout à l'heure, la responsabilité du territoire, la responsabilité de la population, pour proposer
à tout le monde une offre graduée, une offre de continuité, c'est-à-dire cette responsabilité de faire en sorte que nos différences statutaires, que les différentes fameuses barrières qui j'espère tomberont un jour entre le sanitaire et le médico-social, etc., ne viennent pas perturber la prise en charge des patients et des résidents, parce que là, il y a des conséquences qu'aujourd'hui, on n'est plus capable d'assumer. Donc cette notion de responsabilité, y compris financière, là aussi, elle est très importante. Je prends un sujet dans le milieu sanitaire qui est la lutte contre les actes inutiles. On se félicite de voir la ministre de la Santé reprendre aujourd'hui. Maintenant, on va encore plus se féliciter quand on va passer à l'angle des solutions. Parce que trop de constats, maintenant, on va dire comment on va lutter sur les actes inutiles. Donc on va, nous, prochainement, se saisir de ce sujet, par exemple. C'est à partir de ces éléments en commun qu'on peut tous, je crois vraiment, apporter nos nuances, nos propositions, nos positions pour faire évoluer voilà, l'offre qu'on est capable en capacité de délivrer, mais aussi pour faire comprendre aux nouveaux responsables publics que cette notion de responsabilité, elle implique une notion très forte de confiance. Il faut nous faire confiance, vraiment. Alors, j'ai du mal aujourd'hui à employer ce mot-là, parce Marisol Touraine, vous vous souvenez, avait parlé d'un choc de confiance. Alors, on a été servi en matière de choc de confiance là, pendant 5 ans. De la défiance, on en a eu. De la confiance, on n'en a pas beaucoup vu. Très clairement, donc je suis prudent sur ce terme-là, mais concrètement, il faut que ça se traduise en actes. Et encore une fois, il n'y a maintenant que les actes qui comptent. Quelle transformation du ministère, quelle transformation des agences, quelle transformation des groupements hospitaliers de territoire, quelle place on donne, pleine place on donne au secteur médico-social pour aller vers un certain nombre de ces principes. Donc voilà, c'est un peu ça, j'allais dire, les attentes quelque part, de participer un peu à partir de ces rappels de grands principes qui peuvent irriguer tout notre système, comment derrière on apporte chacun notre pierre et nos sensibilités, qui sur les formations, sur le financement. Et le plus important, c'est qu'aucun débat ne soit tabou. Vous prononciez ce mot-là. On a trop vécu sur des tabous dans notre système qui deviennent plus tolérables parce qu'on peut vite prendre des retards. On le voit aujourd'hui, les tabous sur les métiers, c'est le thème de notre table ronde, le fait qu'on ne parle pas du financement de la rémunération des métiers, de la promotion des métiers, de la coopération, d'un certain nombre de barrières qu'il faut qu'on fasse tomber très clairement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le système de santé comme il y a 40 ans, avec les mêmes outils qu'il y a 40 ans, qu'on conçoive aussi des questions de rémunération, d'intéressement aussi à ceux qui s'investissent le plus, de territorialité. Ça, là-dessus, on peut avoir des points de vue divergents, des sensibilités différentes, mais encore une fois, toujours au service d'un même objectif qui est celui de l'amélioration de l'état de santé, entendu au sens de l'OMS, d'une façon très, très globale, l'amélioration de l'état de santé de nos territoires et de nos populations. De la confiance et des preuves de confiance, je vais que comprendre. Sur Axe. Et de l'amour. C'était pour paraphraser. Et de l'amour. Le week-end arrive. Naturellement. Et le déjeuner aussi. Au-delà de l'attente, je ne vais pas formuler forcément des attentes par rapport à la fois 5As, mais de manière générale aux organisations syndicales. Je parlerai davantage de responsabilité partagée. En fait, on se rend compte maintenant, Nexem, mais j'imagine tout le monde, que de plus en plus, le paritarisme est interrogé dans sa capacité à produire des réponses. À la fois idéologiquement, mais de manière très pragmatique. On a un certain nombre de sujets. À chaque fois, on se fait interroger en disant « mais oui, mais est-ce que vous êtes capable de porter ce que vous portez quand vous mettez en avant la capacité du paritarisme ?» Voilà. Je pense que le prochain épisode de la formation professionnelle risque d'aller un petit peu plus loin dans ces constats. Donc quand je parle de responsabilité partagée, c'est justement de montrer que le paritarisme a cette capacité. Donc ce n'est pas une attente, ou alors c'est des attentes partagées, c'est-à-dire une capacité à montrer que, bah oui, on a une responsabilité et on sait l'habiter. Et pour l'habiter, il faut être concret, pour pouvoir dire non pas uniquement on a les mêmes valeurs, on s'aime très fort, que ça fait 50 ans qu'on s'aime très fort, et on va continuer à s'aimer très fort, tout l'amour et la confiance. Mais il faut aller au-delà. Et les attentes qu'on a de nos interlocuteurs politiques, tant qu'administratifs, c'est prouvez-nous que vous êtes capable de produire quelque chose. En ce qui concerne le secteur sanitaire, social, médico-social, alors bien évidemment, je parle avec mon prisme du non lucratif, on a une superbe opportunité. Certains diraient un énorme danger, mais je préfère dire une superbe opportunité. Je fais attention parce que j'ai quelques négociateurs dans la salle, donc je ne peux pas tout dire. La superbe opportunité, c'est qu'on doit ouvrir des chantiers de négociation conventionnelle parce qu'on doit réinventer le secteur tel qu'on le vivait jusqu'à maintenant, avec une notion de branche interrogée, avec une notion de cloisonnement interrogé, de perméabilité entre le sanitaire, le social, le médico-social, voire d'autres environnements interrogés. Bref,
on doit dépasser ce qui est pour construire quelque chose de nouveau. Et pour le coup, ce nouveau impacte directement la question que vous posez sur la transformation des métiers, puisque la colonne vertébrale d'une convention collective, c'est un système de classification, c'est-à-dire la capacité de positionner ou de situer un emploi, un métier, en fonction des compétences nécessaires pour son exercice, pour faire très très simple. Donc on va dire qu'on a un chantier devant nous, et que cette responsabilité, ce n'est pas uniquement de construire un rapport de force de l'un par rapport à l'autre pour pouvoir dire « j'ai gagné une bataille, la bataille qui va se mener », c'est en gros de pouvoir montrer que ces intérêts que nous portons les uns les autres, qui sont forcément des intérêts différents, chacun son travail, mais peuvent se lier justement pour montrer qu'on a cette capacité à construire, parce que nous sommes des acteurs privés, qu'on a une responsabilité en matière de dialogue social. Donc nous, de manière très cash, au niveau du secteur non lucratif, il y a cette volonté, cette possibilité, mais il y a cette obligation de résultat. On a quelques mois devant nous, peut-être quelques années, pour dire est-ce qu'on est capable de créer, de produire quelque chose ensemble. Ce n'est pas une attente, c'est une obligation de résultat. Si on arrive à dépasser nos constructions actuelles pour fournir à ce périmètre du sanitaire, social, médico-social, et c'est vraiment une construction commune, un cadre juridique à la hauteur des enjeux, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à l'interrogation de la fonction employeur dans notre secteur, ben pour le coup, on aura pu dire qu'on aura répondu positivement aux attentes, mais pas les attentes de Nexem vis-à-vis des syndicats de salariés, aux attentes globales et in fine, les attentes des personnes qu'on accueille et qu'on accompagne, parce que in fine, toute construction vise à permettre cet accueil et cet accompagnement et cette multiplication des besoins et cette complexification des besoins. D'ailleurs, dans votre intitulé, vous parlez bien de l'évolution des besoins pour vous interroger sur la transformation de nos métiers. Donc, pas une attente, mais ce que j'estime être une responsabilité partagée avec une obligation de résultat. Merci. Je vous laisse quand même la parole, Monsieur Rapina, je ne voudrais pas la brimer. Vous aviez fait une proposition, je vous laisse la compléter peut-être ? Dialogue, ça veut dire faire tomber des représentations respectives, mais elles sont aussi de notre côté. Donc c'est pas simple. Hein. Il y a à mon avis un gros chantier, même si bon, il y a déjà du dialogue. Co-responsabilité, je partage complètement, au sens de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'en fait, tous nos travaux, y compris si on peut s'entendre sur quelques valeurs communes, qui fondent vraiment l'action des cadres, qui fondent l'action des équipes, c'est au sens de l'intérêt général et du service qu'on apporte aux populations. Et je pense qu'on peut résister ensemble à un phénomène qui est quand même un phénomène qui peut menacer la relation justement à ceux pour lesquels nous sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire enfin les personnes dont je parlais tout à l'heure, les patients, pour ceux qui sont dans le secteur hospitalier, les personnes, les familles en difficulté dans les départements. Enfin, si on peut s'entendre à minima sur quelques grandes valeurs communes et sur la manière finalement de négocier ensemble pour avoir voilà, un dispositif qui tienne la route, qui soit financé et dans lequel on a effectivement des métiers qui correspondent parfaitement aux missions qui sont les nôtres, on aura déjà gagné quelque chose. Mais ça passe par un dialogue, à mon avis, renouvelé, qui modifie un peu la donne sur les représentations. Alors il y a peut-être une opportunité de notre côté. Avec le non-cumul des mandats, on a un renouvellement, pas complet, mais important de nos exécutifs. On a un renouvellement important de l'encadrement supérieur. On a des gens qui se découragent, on a un turnover dans certains services. Enfin, honnêtement, là aussi. Donc, je pense qu'à un moment de changement important aussi, du côté effectivement de la fonction publique territoriale et particulièrement du côté des départements, il y a peut-être une occasion à saisir. Et tout à l'heure, je parlais effectivement de l'ADF. On a des instances pour ça. On a une instance dans laquelle on peut aussi vous associer de manière plus régulière. Je pense que ça, c'est aussi faire amende honorable que de le dire. C'est notre commission sociale. On a une commission dédiée. Alors, nous, on est dans le social et le médico-social, pas plus, hein, mais de la petite enfance au grand âge. Et bon, moi, j'anime cette commission. Il se trouve qu'elle est présidée par quelqu'un qui est quand même quelqu'un qui est très allant, qui s'appelle Frédéric Berry, que certains peut-être connaissent ici dans cette salle, qui est le président du Bas-Rhin. Et bon, qui représente l'ensemble des départements sur cette question-là, et qui est franchement dans l'ouverture et dans le dialogue. Donc on a aussi des occasions internes ou des offres, si vous me permettez l'expression, à faire pour essayer de remplir ces objectifs que nous on se fixe. Oui, dialoguer de manière plus régulière avec nos partenaires, vous en êtes,
et puis s'inspirer effectivement de ce que vous connaissez mieux que nous dans vos domaines respectifs. Enfin, c'est la raison pour laquelle on a aussi, nous, un peu innové dans nos modes de fonctionnement. La Commission, souvent, désormais, sur certains sujets, auditionne des partenaires, auditionne des associations professionnelles. Enfin, je le dis parce que ça peut être aussi, dans le dialogue à venir entre nous, des possibilités de travail commun par le biais de l'ADF, parce que bon, nous, on ne remplit qu'un rôle aussi de représentation des départements, j'allais dire, mais on peut aller jusqu'à là. Merci en tout cas de ceux qui ont composé et celles qui ont composé cette table ronde, parce qu'elle ouvre plein de nouveaux chantiers et plein de nouvelles portes à ouvrir. Et je ne garde pas la parole, je la transmets tout de suite à la salle. Il y a un micro qui se promène. Emmanuel, secrétaire national des 3S. Merci. Question qui s'adresse peut-être plus particulièrement à Monsieur Rapina. Merci d'abord pour votre intervention, discours de vérité, mais aussi un certain positivisme apprécié. Du coup, j'en profite. Deux questions rapides. La première sur le champ de l'EHPAD et de la réforme de la tarification qui est en cours. Vous la connaissez bien, on a eu l'occasion de se croiser au comité de suivi. On a un outil, pour reprendre le propos d'ailleurs de Cédric Arcos, qui est celui de la convergence, notamment autour du point moyen GIR départemental. La première remarque, avant la question, c'est de constater qu'il vient finalement, sous la forme d'un modèle unique, faire converger des établissements au statut très différent, avec des configurations et des charges qui sont elles-mêmes très différentes, et que donc ces différences-là, finalement, disparaissent au travers de cette convergence vers un point unique, interrogent. Or, la question que je vous pose directement, c'est, au-delà de l'outil, quel est l'objet ? Pour reprendre toujours les propos de Cédric Arcos, quel est le cap, quelle est la boussole personnellement, et je pense que nombreux sont ceux à s'associer à cette question, ça n'est pas nécessairement très clair, et du coup ça génère beaucoup de suspicions, étant entendu par ailleurs, et pour finir sur cette question, que près de 90% des établissements qui vont perdre sur les 7 années à venir au titre de cette convergence sont des établissements publics. Ça, c'était ma première question. La deuxième, elle est un peu directe, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est à la faveur notamment de réorganisations dont vous avez parlé, et notamment des GHT, entre autres choses, mais ça n'est pas les seuls. Quelle est la place des établissements de l'enfance? Et quelle est, pour vous, la vision que vous en avez sur à la fois leur appartenance sous la forme de services ou d'établissements autonomes? Ça n'est pas du tout la même chose, et peut-être pour aller encore plus loin, et pour illustrer le propos ou la question qui nous anime depuis 2 jours maintenant sur la transformation des métiers, est-ce que les métiers qui interviennent au sein de ces établissements sont amenés éventuellement à changer de périmètre de fonction publique? Pardon pour cette question un peu brutale. Merci. Alors, ce sont 2 sujets effectivement délicats, parce que je ne peux pas, moi qui ne suis pas élu, répondre pour les 102, notamment sur la réforme de la tarification. On en a parlé beaucoup avec la FHF. C'est un sujet qui a été, c'est difficile de le dire comme tel, parce qu'on a aussi notre part, nous, mais insuffisamment préparé, ou en tout cas reporté. Dans les départements, la mise en œuvre de la loi ASV a beaucoup occupé sur son premier volet, la première année. Très franchement, on a reporté ce sujet à 2017. On n'a pas vu suffisamment ensemble les conséquences que cela a emporté, pas seulement en termes de tarification, mais de bouleversement. On a eu un dialogue, et d'ailleurs on l'a vu lors de dernières réunions, y compris organisées à la suite de la demande de la ministre, très tendu parce que le dialogue préalable n'avait pas eu lieu. Enfin, franchement, c'était même plus que tendu, c'était presque violent certains échanges, parce que justement, il y a des perdants. Il y a des perdants, et nous, départements, sur ce sujet-là, on est interrogé sur notre capacité à la fois à tenir notre engagement premier. Notre engagement premier, c'était la convergence. On est plutôt pour la convergence. Et en même temps, harmoniser suffisamment bien pour permettre de faire en sorte qu'il y ait justement très peu de perdants. Enfin, notamment sur les points GIR départementaux, s'il y a eu des réactions immédiates, c'est parce qu'on voit qu'il y a vraiment des écarts énormes d'un territoire à l'autre.
Ça, on ne l'a pas suffisamment anticipé. Et la difficulté qui est la mienne, là, c'est de vous répondre là-dessus, parce que chaque point GIR départemental, ça m'échappe. Enfin, c'est pas beauté en touche que de le dire. C'est-à-dire que là-dessus, on n'a qu'une possibilité de travailler sur le temps, en essayant d'harmoniser les choses et en essayant d'entraîner une majorité de départements pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais aujourd'hui, il y a des écarts, je crois que c'est aussi le sens de votre question, qui sont énormes et qui se traduisent plus que par des craintes, c'est-à-dire par des réalités difficiles à vivre. Donc ça n'a pas été suffisamment anticipé, discuté. On a notre part, mais on n'est pas les seuls. Hein. Donc ça, la réforme de la tarif, honnêtement, ça a été le point peut-être le plus difficile à régler dans le cadre de cette loi SV. Nous, on ne va pas s'en plaindre, c'est une réforme généreuse, mais qui a aussi, là aussi, sur les métiers départementaux, ça a été un impact très lourd, quoi. C'est génial d'être généreux, mais enfin, dans un moment difficile, c'est encore plus dur. Et on a eu du mal à passer ce cap. Alors, sur l'enfance, j'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure. Hein. Nous, on est à l'Assemblée des départements de France dans le souci de sortir du débat perpétuel sur les AIS. Parce que quand on parle des allocations individuelles de solidarité, on a 1000 fois raison d'en parler sur le plan financier, mais on ne parle que de RSA, APA, PCH. On ne parle pas de politique publique et surtout, on ne parle pas de protection de l'enfance. On ne parle pas des établissements, on ne parle pas de la condition des familles d'accueil, on ne parle pas de la saturation actuelle qu'on connaît dans les structures, de l'embolisation de ces structures. On ne parle pas, ou trop peu, on le fait localement, mais on en parle assez peu nationalement, de nos rapports avec la justice, même si on a, avec le ministère concerné, un dialogue relativement cordial. Donc j'ai un peu de mal à vous répondre là-dessus. On essaie de défendre à tout prix l'idée selon laquelle on veut préserver la mission centrale de protection de l'enfance, préserver les valeurs et donner, aux établissements, parce que bon, dans la répartition des placements, on est grosso modo à 50-50 entre établissements et familles d'accueil. Donc nous, on ne souhaite pas influencer telle ou telle modalité, avoir, une préservation de la qualité d'accueil en établissement que la situation actuelle met en cause, met en difficulté. Le président Bussereau l'a dit, l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, dans toute sa dimension, hein, est complètement déstabilisée. Donc, nous, on a plutôt un discours, de préservation du dispositif, et partout où on peut le dire, j'ai parlé tout à l'heure des mineurs venant de l'étranger, on veut défendre vraiment fortement cette mission, le travail des professionnels, et la manière finalement de financer durablement ces structures. Y compris d'ailleurs dans ce qu'on demande comme compte à l'État. On veut préserver une qualité de prise en charge qui fait que, dans certaines structures, on est à 200 € au jour, dans d'autres, on est à 150, dans d'autres... on n'est pas dans... Nous ne sommes pas, dans ce domaine-là, dans une approche strictement financière, strictement budgétaire. C'est un peu ça le message que je veux faire passer. Après, c'est un peu délicat aussi pour moi, parce que ça concerne chaque département. Après, sur la gouvernance nationale, moi je suis un peu embarrassé parce qu'on a un groupement d'intérêt public Enfance en danger qui devrait normalement mener un travail d'observation extrêmement important et d'accompagnement des structures. On a parallèlement maintenant un CNPE. Enfin, on s'y retrouve de moins en moins sur une compétence qui est quand même un peu une compétence locale, quoi. Enfin, départementalisée, confiée au territoire et pas trop étatique. Donc c'est un peu cet équilibre-là, nous, qu'on veut absolument préserver. Je sais que ça ne répond pas à votre question, hein, mais je veux bien en discuter avec vous. On est mal à l'aise sur un sujet sur lequel on a trop peu de visibilité sur la qualité du travail qui est mené et qui est aujourd'hui énormément secoué. Métier, encadrement, avenir des structures, du terme population accueillie, et surtout... de manière récente, mais on l'a dit aux représentants de l'État, un peu de défausse de l'État sur les territoires sur cette question-là, quoi. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire des grands discours, très bien, mais quand il s'agit de se dédouaner de certaines compétences, on n'est pas très, on n'était pas, parce que les choses évoluent positivement, on n'était pas très soutenu par l'État sur ce sujet-là. Mais moi, j'ai une approche plutôt là aussi positive, et en tout cas, on ne cesse de rappeler que dans un débat qui est
extrêmement financier. On veut préserver, dans le domaine de la protection de l'enfance, les valeurs, le sens de l'action, l'éthique du travail, la qualité de prise en charge, mais dans une mission encadrée et non pas un peu comme elle est aujourd'hui, parfois dévoyée. Maxime, secrétaire général adjoint. Oui, ça va très bien continuer là, sur l'intervention précédente où on parlait du fait que les professionnels, les encadrants, voilà, les chefs de service, les métiers de la direction sont un peu bousculés. On a parlé, nous, de transformation de nos métiers. Sur Axe parlait carrément de révolution. Ma question, c'était de savoir comment, depuis vos points de vue, vos points d'analyse, comment vous voyez un sujet qui n'est pas tellement évoqué là tout de suite, les évolutions nécessaires des dispositifs de formation dans des métiers et des champs assez différents. D'une part, peut-être falloir s'en préoccuper, ou en tout cas poser la question. Et puis la deuxième chose, on nous promet toujours beaucoup d'accompagnement à chaque réforme, voilà, ça va avec, mais on voit pas toujours des éléments concrets très rassurants. Alors voilà, la formation initiale, c'est pour ceux qui vont rentrer, il va sans doute falloir s'y intéresser. Pour ceux qui sont déjà dans le champ et qui sont encore professionnels pour de nombreuses années, comment on va les accompagner? On parlait d'accompagnement personnalisé des personnes, on parlait de parcours, on parlait de sortir des murs, etc. Comment on va faire ça et comment on va amener nos professionnels à pouvoir faire ça dans de bonnes conditions? Lequel de vous deux veut commencer par répondre? Par ordre alphabétique ou on inverse pour le coup? Donc un petit peu embêté pour répondre à la question, puisque tous les instituts de formation au travail social sont adhérents de Nexem. Donc si je dis des choses un peu trop dures, je vais attaquer mes propres adhérents. Je parlais de révolution tout à l'heure, avec toutes les thématiques que j'ai pu mettre en avant. Ça concerne aussi la formation, qui, dans son organisation actuelle, a une date de péremption très proche. Pour faire, je ne peux pas être plus transparent, c'est-à-dire que tant dans les dispositifs que la manière dont la formation dans le secteur est organisée, ne survivra pas à toutes les grandes tendances que j'ai pu souligner, ainsi que d'autres. Donc, c'est une question qui touche tant la formation initiale, effectivement, avec les contenus. C'est quand même pas une provocation de dire que les contenus sont à revoir par rapport aux enjeux. Sont à revoir aussi la manière de gérer la gouvernance de la formation. Et je le dis d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, les IRTS sont des adhérents de Nexem. Je fais le lien aussi naturel de la formation avec la convention collective dont je parlais tout à l'heure, puisque un système de classification, c'est une appréhension juridique d'un métier ou d'un emploi, c'est aussi sa valorisation, avec des conventions collectives qui mettent en avant le diplôme et qui ensuite laissent une continuité par le biais de l'ancienneté sans valoriser par exemple les compétences, ou l'acquisition de compétences, ou les formations complémentaires, considérant que finalement il y a une forme d'uniformité posée par un diplôme. Donc à la fois une interrogation concernant le contenu de ces formations et qui donne des diplômes, mais en plus s'interroger sur son inscription dans un environnement juridique, et ce qu'il veut dire. Donc on a eu de nombreuses discussions jusqu'à maintenant, sauf que maintenant les constats sont encore plus clairs qu'auparavant. Donc il y a un enjeu à la fois du côté des employeurs et des syndicats de salariés, puisque ce sera une thématique à intégrer. Est-ce que la réforme de la formation professionnelle ou pas va être une opportunité ou au contraire une menace? Ça reste à voir. Et par ailleurs, cette même question qui devrait être appréhendée par les organismes de formation pour se poser la question de comment ils peuvent être organisés. Et là, pour le coup, je n'irai pas plus loin dans la réponse. Il y a aussi des organisations qui représentent ces structures, mais il y a de vrais enjeux. Je ne vais pas revenir sur la question de la proximité ou au contraire de la concurrence entre le milieu universitaire et les instituts de formation, sur l'impact des diplômes européens par rapport à ce qu'il y a, etc., etc. Mais en tout cas, ce n'est pas qu'une question de contenu de diplôme, ce n'est pas qu'une question d'évolution d'une formation, c'est aussi une question d'appréhension, notamment conventionnelle, et pour le coup, c'est là que réside une responsabilité comme celle de Nexem. Ça ira encore plus loin
ça ira aussi se poser la question des OPCA et du rôle des OPCA. Et si, par exemple, se concrétise à travers la réforme de la formation professionnelle le fait que le 1% légal pourrait être régionalisé, je ne sais plus comment le dire. En ce qui concerne l'OPCA du sanitaire social médico-social, UNIFAF, c'est 40% de disparition de ces ressources financières qui disparaissent. Donc ça veut dire forcément une interrogation, voire une disparition de l'organisme principal chargé d'organiser tout cela, et pour ne pas dire la structure principale qui fondait l'identité du secteur jusqu'à maintenant. Donc on voit que c'est à travers la question de la transformation des métiers, on peut y rajouter à la fois la problématique de la formation, effectivement, mais le lien avec les politiques publiques, puisqu'il y a une réforme qui va venir. Cédric ? Oui, moi je suis en accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que cette question-là que tu soulèves, elle est vraiment majeure. Et c'est sans doute aujourd'hui l'un des éléments peut-être le plus dépassé qu'on puisse avoir dans notre secteur, puisque clairement la politique de formation initiale et continue, elle n'est pas du tout adaptée aux enjeux qu'on est en train de vivre. Je ne fais pas le chapitre sur l'intelligence artificielle, sur les nouveaux métiers, la révolution des techniques, mais quand même un peu. Là, c'est majeur, elle n'est pas du tout préparée dans tous les métiers, qui sont dans nos établissements, des métiers de direction, médecin, l'accompagnement, etc., etc. Là, vraiment, donc, comment est-ce qu'on peut aborder les choses ? Il y a clairement la réforme de la formation professionnelle qui, à mon sens, doit pas faire l'économie d'une réflexion majeure sur ces métiers-là, puisqu'encore une fois, c'est des métiers qui créent de la richesse et de la valeur dans notre pays et qui sont vraiment au cœur, je crois, vraiment demain de la cohésion sociale, je le répète, donc ça nécessite un investissement. La notion de régionalisation, elle me paraît aussi très importante. On avait proposé à la Fédération hospitalière de France il y a quelques années, et c'est toujours une proposition qu'on porte, de créer des instituts régionaux de formation. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, si on essaye d'un peu de voir quel est l'avenir, il y a clairement des nouvelles technologies qui sont majeures, mais il y a surtout le besoin de travailler ensemble et d'organiser la rencontre des métiers. Or, notre système, il est basé au contraire sur le cloisonnement, un métier, une école, avec pas beaucoup de rencontres, en tout cas très peu. C'est le cas aussi dans le système universitaire. Et on sait très bien, si je prends le seul exemple des médecins, par exemple, que l'avenir, demain, si on était capable de le dessiner, c'est la rencontre du médecin, de l'ingénieur, du chirurgien, de la robotique, du soignant, des métiers de l'accompagnement, etc. C'est ça qui fonctionne ailleurs. Donc ça, il faut qu'on l'organise. Ça veut dire donc sans doute qu'on remette un peu en cause un certain nombre de dogmes dans la formation, clairement, que les précarés soient un petit peu moins peut-être la base de l'organisation de notre système, et qu'on réussisse, par exemple, avec des instituts régionaux de formation, en lien avec l'université, avec les différents acteurs, à créer ces passerelles, y compris dans la formation continue. Alors ça veut dire des gros défis, vous parliez de la question des OPCA, question de la fongibilité, on a vu toute, j'allais dire, l'incurie des pouvoirs publics ces dernières années avec la gestion des crédits de la formation. Je ne reviendrai pas sur l'épisode de l'Association nationale formation du personnel hospitalier, la NFH, 300 millions d'euros qui ont été complètement substitués des crédits pour simplement permettre de faire fonctionner sur la trésorerie de l'État. Ce n'est pas comme ça qu'on va inventer une politique de formation. Il faut vraiment mettre le paquet, organiser la transversalité. C'est ça, à mon avis, qui va être le plus difficile. C'est le cas en formation initiale. Clairement, aujourd'hui, on voit bien un peu le cloisonnement, y compris à l'EHESP, sur lequel on se retrouve fréquemment au niveau du conseil d'administration. Beaucoup de cloisonnement, peu d'anticipation sur l'évolution des métiers, mais aussi, et je crois surtout, en matière de formation continue, où là, il va falloir miser sur l'évolution des métiers, et tout particulièrement miser sur l'encadrement intermédiaire. Ça me paraît la principale difficulté qu'on a aujourd'hui. C'était un peu le point fort de notre système pendant de nombreuses années. Ça devient, je trouve, le point faible parce que c'est des acteurs d'encadrement intermédiaire extrêmement livrés à eux-mêmes et de plus en plus. Or, à l'heure où notre système santé médico-social est en train de prendre un niveau beaucoup plus large au niveau des territoires, si on lâche l'encadrement de proximité, si on ne leur donne pas les outils pour penser les changements, là, je crois que vraiment on court à la catastrophe. Formation continue, là, j'y songe, mais il faudrait que j'en parle avec mon collègue qui est en charge de ce qu'on appelle chez nous l'Institut de formation des élus territoriaux, qui est un organisme adossé à l'ADF. Formation continue, donc habituellement avec évidemment des stages qui sont réservés à des élus, mais ouverture de plus en plus de cet organisme à des formations de cadres.
Alors, il faudrait qu'on y travaille, vous avec moi et moi avec mon collègue chargé de la direction de cet institut, mais est-ce qu'on n'aurait pas, peut-être, sur certaines thématiques, quelques formations communes à croiser pour l'encadrement? Enfin, je dirais, si on a un lieu là, qui forme des élus et qui forme en même temps des cadres territoriaux, est-ce qu'on n'a pas une ouverture à créer ensemble sur des thématiques qu'on puisse avoir une formation continue conjointe? Très bien. Une dernière question courte. Oui, j'ai vu Marianne, c'est bon. Marie-Hélène Angelonicou, je suis référente des cadres de direction du secteur privé au SINCAS. Et donc, je souhaitais aborder le sujet des transformations sur les territoires, avec en particulier le phénomène de concentration des associations et l'impact très important que ces concentrations peuvent avoir sur les directeurs de ces établissements. Alors, vous avez abordé tout à l'heure pour vous la révolution culturelle qui était en œuvre dans le secteur non lucratif, et donc sur cette notion de dialogue social qui va être mené maintenant dans les entreprises et qui, de fait, va rejaillir sur les fonctions des directeurs. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que vous pensez que les directeurs vont pouvoir, dans les entreprises, exercer pour le compte de leur président d'association ce dialogue social, et aussi comment ils pourront, eux, intégrer un espace de dialogue pour que, dans le cadre de leur délégation, ils puissent également être entendus à tous les étages de ces grandes associations qui sont en construction. Alors, je ne vous cache pas que, bien sûr, nous y travaillons activement avec notre fédération, que ça fera bien partie de tous les éléments qui seront en discussion lors d'une négociation prochaine. Mais j'aimerais beaucoup savoir comment est-ce que vous pensez que ça va se mettre en œuvre, parce que je pense que ça doit être un sujet qui est fréquemment évoqué pour vous depuis la construction de Nexem. Je peux pas me défausser, visiblement c'est moi qui dois répondre. Bon, déjà, merci pour ce scoop, parce que ça fait une éternité que je harcèle mes différents interlocuteurs CFDT pour savoir quels pourraient être les éléments qui pourraient faire partie de ce qui serait soumis à discussion. Je viens déjà d'apprendre un élément qui ferait partie de ce fameux plan secret. Donc voilà, j'ai appris quelque chose. Grand merci pour Voilà, ça, et au moins je pourrais le dire que ça s'est fait dans un cadre institutionnel, voilà, pas de problème. Oui, effectivement, il y a plusieurs éléments dans votre question ou dans votre remarque. Bon, je ne vais pas revenir sur la question de la concentration des acteurs. Je pense que là, pour le coup, c'est plus qu'une constatation, c'est une évidence. De plus en plus, voilà, on passe par le biais de fusion. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même, sur les 2300 associations de Nexem, en gros, il y en a 100 par an, entre 100 et 200 par an, qui se font absorber par une autre association. Donc ça vous donne un petit peu une idée, alors ça ne veut pas dire que c'est forcément représentatif, mais ça vous donne une idée du processus engagé, et que forcément on va vers une accélération. C'est même devenu une finalité pour certaines associations adhérentes de Nexem, justement d'avoir une politique de développement pour pouvoir absorber des petites associations, et notamment des petites associations qui sont de plus en plus incapables de répondre aux enjeux et qui disent si je ne peux pas répondre, donc je vais aller chercher chez plus gros. Alors, c'est plus ou moins identifié en fonction des secteurs. C'est par exemple très lourd au niveau du handicap, ça l'est un petit peu moins au niveau de la protection de l'enfance, et ça l'est beaucoup moins au niveau de l'insertion, pour faire simple. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je parlais de révolution culturelle, la question va être comment, parce que la question peut être posée, qui et comment s'approprier notamment cette question de dialogue social. Et la question n'est pas si évidente que ça. J'ai échangé avec quelqu'un de la salle tout à l'heure qui me posait la question de la délégation employeur. Cette question-là est une question qui est centrale, puisque c'est une question qui est souvent accessoire, pour ne pas dire oubliée, invisible, consciemment ou pas d'ailleurs, parce que finalement, puisqu'on ne se sent pas employeur, la notion de délégation employeur, par définition, est quelque chose qui est vraiment à la marge. Ou alors, au contraire, la délégation employeur n'est pas donnée parce qu'un directeur d'établissement ne peut pas l'avoir, parce que finalement, c'est forcément le président ou le directeur général.
Donc, jusqu'à maintenant, cette question qui restait, je ne veux pas dire anecdotique, mais qui ne répondait pas forcément à une pression de dialogue social, demain, ça va être le cas. Partant de là, est-ce que Nexem, on y réfléchit? Oui. Est-ce qu'on va l'intégrer dans nos projets soumis à proposition dans les négociations? Oui. Et je pense qu'on en discutera à ce moment-là. Mais effectivement, ça devra se travailler, certes, dans le cadre d'une négociation, mais au-delà de la négociation, la responsabilité d'une organisation comme Nexem, mais j'imagine que c'est la même chose du côté de la CFDT, ce n'est pas qu'une négociation de dispositifs, c'est aussi un accompagnement des personnes concernées. Il appartiendra, ou il appartient déjà à Nexem, d'accompagner les présidents, les directeurs d'associations, voire le management intermédiaire, à cette appropriation et cette compréhension des rôles des uns et des autres. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la révolution de l'appropriation de la notion employeur, c'est déjà de savoir qu'on est employeur, et ce que ça veut dire en matière de responsabilité, et du fait qu'il y a des rôles qui sont bien définis et qui renvoient à des responsabilités bien définies, qui sont des responsabilités juridiques, voire des responsabilités pénales. Donc un travail de négociation, mais aussi d'accompagnement, et je suis sûr qu'on aura une très belle année 2018 pour discuter de ce genre de sujet. CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.